Merci beaucoup. Merci d'abord pour l'invitation. Alors, je vais essayer aussi de partager mon écran. Alors, est-ce que est-ce qu'on le voit ou pas? Alors, c'est bon, on le voit. Normalement, vous pouvez aussi le mettre en plein écran, si je ne me trompe pas. D'accord. Est-ce que je vais pouvoir regarder aussi mes notes en même temps ou pas? C'est la question Ah oui. technique. Euh, Est-ce qu'on les voit suffisamment bien ou les trop petits? Ça va? Personnellement, ça va. Je pense que D'accord. oui, je pense que c'est bon. D'accord, je vais essayer de faire comme ça alors. Oui, alors encore merci hein, pour cette invitation. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une recherche collective qui a été menée en collaboration avec mon ancien collègue de Bordeaux, Romain Delès, avec lequel nous avons démarré cette aventure pendant le premier confinement et à laquelle s'est ajoutée par la suite une collègue, donc une nouvelle collègue de l'Université de Paris-Est-Créteil où je suis affecté maintenant, Séverine Chauvel. Il s'agit d'une enquête en fait qui part d'une hypothèse en fait qui est la suivante. La crise sanitaire a été pour nous assez clairement un laboratoire d'observation privilégié. Des éléments qui en temps normal sont moins visibles à l'école. Les inégalités d'une part, mais pas seulement. On va voir de quels autres éléments je parle. Mais aussi, il s'agit d'un laboratoire d'observation privilégié autour des changements qui sont en cours de réalisation dans l'école française. Donc, du coup, je vais essayer donc, de parler hein, de ces continuités et de ces changements en cours de réalisation dans l'école française à travers deux questions principales que je vais explorer dans cet exposé, qui sont comment et dans quelle mesure la crise sanitaire a-t-elle affecté les familles et les enseignantes, mais aussi quels ont été les quelques effets hein, qu'on a pu constater au sein de ces populations-là. Donc, voilà, j'ai oublié de passer la diapositive, c'est pas grave. L'enquête donc s'est déroulée notamment à partir du premier confinement de 2020 et donc a impliqué plus de 31 000 parents d'élèves auxquels on a soumis un questionnaire en ligne. Et par la suite, nous sommes passés aussi auprès de la population des enseignants et des enseignantes, donc tout niveau scolaire confondu, à partir de l'école maternelle jusqu'au lycée. Et nous avons répertorié donc presque 6 000 enseignants dans toute la France. Les questionnaires ont été par la suite enrichis par quelques entretiens semi-directifs, hein, une quinzaine pour les parents d'élèves et une vingtaine concernant les enseignants. Alors aujourd'hui, je parlerai un petit peu des parents, mais je parlerai aussi et surtout des enseignantes et des enseignants. Alors pour commencer avec les parents, un des premiers résultats que nous pouvons constater, et sans surprise aussi, c'est que la fracture numérique existe bel et bien. On a observé effectivement qu'avant toute chose, il existe des inégalités d'équipement hein, concernant les foyers. D'après nos résultats, plus de 11% des familles populaires ont déclaré avoir une connexion qui pose problème, contre seulement entre 7 et 8% des familles des catégories sociales supérieures. Et aussi, à la question de notre questionnaire, jugez-vous que votre équipement informatique et votre accès à Internet sont suffisants pour répondre au travail de l'école à la maison? On a vérifié un petit peu le même écart. Donc, on a eu 24% des réponses négatives, c'est-à-dire non pour les classes populaires, tandis que seulement 16%, entre 16 et 17% des classes supérieures ont répondu non à cette question.
Évidemment, cet écart est encore plus visible si l'on répertorie un petit peu le sentiment des compétences informatiques de ces familles. 45% des familles des classes supérieures se sentent tout à fait capables de répondre aux exigences techniques et numériques de l'école à la maison, contre seulement 30% des classes populaires. Une deuxième question qui s'est posée, c'est la question des relations. Hein. S'il existe très peu de différences entre les milieux sociaux sur je dirais, la bonne santé des relations entre parents et enfants en dehors du confinement, de fait, à peu près 80%, toutes familles confondues, nous ont dit d'avoir des relations plutôt bonnes avec leurs enfants. On a constaté que cette situation s'est dégradée pendant les confinements, puisque cette dernière a contribué très largement à développer des tensions relationnelles, notamment au sein des milieux populaires. 32% des familles des milieux populaires ont rencontré souvent des difficultés dans la relation avec leurs enfants pendant les confinements, contre seulement 24% auprès des classes supérieures. Et évidemment, cet aspect n'est pas négligé. Concernant l'efficacité des apprentissages, on sait très bien qu'une relation apaisée et un climat, je dirais, de travail scolaire à la maison plutôt apaisé est beaucoup plus favorable aux apprentissages. Évidemment, ce climat n'est pas à la portée de tous les foyers, et d'autres enquêtes l'ont démontré bien mieux que nous. Le troisième élément concernant les familles, avant de passer aux enseignants, c'est, je pense, un des résultats les plus importants, c'est que les inégalités sont aussi de nature pédagogique, aussi et surtout, je dirais, de nature pédagogique. De fait, si on regarde de manière un peu superficielle certains résultats de notre enquête, on n'observe pas forcément de différence apparente entre les milieux sociaux quant au temps passé pour l'accompagnement scolaire. Il y a 9 parents sur 10 environ, toutes familles confondues, qui ont répondu qu'ils ont bel et bien suivi la scolarité de leurs enfants. Par ailleurs, sur ces données-là, on s'est limité, on s'est donné comme palier les parents dès l'école maternelle jusqu'à la 5e, puisqu'on a constaté qu'à partir de la classe de 4e, comme le travail scolaire demande beaucoup plus d'autonomie, les parents se sont beaucoup moins investis, je dirais de manière naturelle, comme ils le feraient, ou plutôt ils ne le feraient pas pendant les temps normaux. Donc, on a pris vraiment cette fourchette de la scolarité, des premiers degrés de scolarité, dans lesquels l'implication des parents est essentielle et nécessaire pour la réussite des élèves. Donc, je dirais, un des résultats un petit peu surprenants, c'est que le temps consacré à la classe à la maison va un petit peu contre les intuitions qu'on peut avoir auprès des différentes classes sociales. Les classes populaires, en effet, ont déclaré passer plus de temps à l'accompagnement scolaire pendant le confinement, 3h16 par semaine contre les 3h13 pour les classes moyennes et supérieures. Et même pas 3 heures pour les enfants des enseignants. Évidemment, ces résultats contribuent un petit peu à remettre en question certaines représentations qui peuvent être véhiculées par des doxas autour de l'implication des classes populaires qui seraient démissionnaires dans leur mission pédagogique. On voit très bien qu'ils ne le sont pas du tout. Au contraire, je dirais qu'ils sont même surinvestis sur ces questions-là. Par contre, ce qu'on constate et ce que le graphique, si vous arrivez à le voir un petit peu, le suggère, c'est que les différences se situent dans la nature de l'accompagnement scolaire. Puisque les classes populaires déclarent plus que les autres avoir recours à des techniques d'accompagnement beaucoup plus directes, d'accord, notamment surveiller que l'enfant suive les consignes. On a 88% contre 84% dans les classes supérieures. Faire réciter la leçon, on a 87% auprès des classes populaires contre 81% seulement des classes supérieures. Et aussi, faire des exercices en rapport avec la leçon, 90% pour les classes populaires contre seulement 86%
dans les classes des milieux favorisés. Évidemment, ces activités sont très importantes, mais en quelque sorte, elles ne favorisent que, je dirais, l'acquittement de la tâche scolaire, je dirais, les aspects les plus formels des tâches pédagogiques. Mais ces façons de faire la classe à la maison ne pénètrent pas forcément ce qu'on appelle la boîte noire, les curricula cachés de l'école. En effet, comme l'ont montré beaucoup de travaux, notamment auprès des chercheurs de l'Université de Paris 8, l'équipe Excol qui m'a formé, Patrick Rayou, Elisabeth Bautier, Stéphane Bonnery, on sait très bien que le savoir scolaire repose sur un certain nombre d'implicites, sur des opérations intellectuelles qui nécessitent un petit peu un décodage des consignes scolaires, c'est-à-dire saisir les sous-entendus scolaires et en quelque sorte savoir aussi décontextualiser les savoirs pour pouvoir en effet les mobiliser ailleurs. Donc du coup, sur ces aspects-là, donc sur ces activités qui peuvent favoriser ce déchiffrage, évidemment, enfin sans surprise, je dirais, les classes des milieux favorisés sont beaucoup plus actives puisque on retrouve 50% des classes des milieux favorisés contre seulement 45% des classes populaires qui donnent par exemple des exercices sans rapport direct avec la leçon. En plus, 27% des classes supérieures ont déclaré donner aux enfants des exercices beaucoup plus complexes, contre seulement 23% des classes populaires. Et 25% contre 19% ont dit avoir mis leurs enfants sur des apprentissages alternatifs par rapport à ceux qui ont été proposés par les enseignants. Alors, évidemment, se pose la question de l'appropriation effective des contenus scolaires, mais je dirais que sur ces volets-là, je vais un petit peu m'arrêter, d'une part parce que c'est par la suite dans les entretiens, les travaux qualitatifs, c'est davantage Roman Delès qui s'en est occupé, et aussi parce que j'aimerais bien parler un peu plus des enseignants, ce que je vais faire maintenant. Bien, comme je l'ai un petit peu dit précédemment, pour le cas des parents, la pandémie de Covid-19 et l'enseignement à distance ont entraîné un certain dysfonctionnement institutionnel de l'école. Et cela a permis de rendre encore plus visible qu'en temps normal les fonctions latentes de l'école et notamment la fonction de la fabrication et le maintien des liens sociaux. Comme je l'ai dit, nous avons fait l'hypothèse que cette période a fonctionné comme un accélérateur des évolutions en cours de réalisation au sein de l'école, notamment en ce qui concerne les pratiques et les représentations des enseignantes et des enseignants français. Je dirais donc que cette période nous a permis de nous pencher un petit peu sur les changements multiples à l'intérieur du métier enseignant, qui sont en cours de réalisation, et notamment les dimensions qui concernent le travail sur la relation avec le reste de la communauté éducative, comme on peut l'appeler de manière un peu erronée parfois, de manière institutionnelle. Et le fait de la nécessité aujourd'hui d'un travail et des compétences beaucoup plus développées dans ce travail de relation, je dirais le travail un petit peu sur la dimension horizontale de la relation pédagogique. Pourquoi je dis qu'il s'agit d'une fonction latente? Parce que pas mal d'études contemporaines sur les enseignants ont montré, par exemple Anne Barrère a montré que dans leur pratique quotidienne, les professeurs ressentent beaucoup de malaise, un très fort malaise dans la gestion des relations pédagogiques. En effet, cette dimension-là est beaucoup mieux maîtrisée par les enseignantes et les enseignants qui exercent dans des contextes éducatifs particuliers, notamment là où la difficulté scolaire est la plus concentrée, je dirais en éducation prioritaire, mais aussi et surtout dans des établissements innovants ou des dispositifs éducatifs un petit peu conçus ad hoc pour des populations d'élèves avec des besoins particuliers. On peut supposer aussi que cette difficulté généralisée de la maîtrise de la dimension relationnelle dans les métiers enseignants en France est liée au fait qu'à l'école de la République contemporaine,
nous gardons des traces des modes de scolarité traditionnels, hein, dans lesquels la centralité de la fonction de la transmission collective des règles impersonnelles a une tendance à brider toute relation de type personnel et affectif. Ainsi, on peut comprendre que dans cette configuration historique qui est caractérisée par des relations pédagogiques qui demeurent assez verticales et très fortement hiérarchisées, ce travail sur la dimension individuelle de l'enfant ou du jeune, mais aussi le travail avec les relations avec les familles et les parents, ne va pas forcément de soi pour tous les enseignants. Et ceci, évidemment, est surtout vrai pour les enseignants du secondaire, hein, dont la figure de référence historique a toujours été celle de l'expert ou de l'experte dans une discipline particulière, versus, évidemment, la figure de référence des professeurs des écoles, qui est celle de l'instituteur ou de l'institutrice, c'est-à-dire cet agent ou cette agente de la fonction publique qui possède une culture pédagogique très forte et qui doit aussi gérer seul la classe. Alors, le résultat, je dirais, le plus clair de notre enquête est le fait que malgré l'éloignement physique dû à la fermeture des écoles, la relation au sein de la communauté éducative, le travail sur la relation de l'éducateur éducative n'a été jamais aussi fréquente et intense, hein, que pendant cette période. En effet, pour la quasi-totalité des professeurs interrogés, l'objectif principal lors de la fermeture des écoles, par-delà la réalisation d'une continuité des types didactiques, hein, qui a été prônée par le gouvernement, a été le maintien des liens sociaux. Du coup, pour atteindre cet objectif, 7 professeurs sur 10, tout niveau confondu, ont choisi d'entrer en contact individuellement avec chacune et chacun de leurs élèves, principalement par téléphone et via WhatsApp, au moins une fois par semaine. Ensuite, en plus, pour plus de la moitié des professeurs de France, le défi principal de ces contacts a été de rassurer et de motiver les élèves et leurs familles. En outre, de nombreux professeurs ont mis en place des véritables opérations de soutien psychologique en faveur des élèves et de leurs familles. En effet, en restant disponible pour écouter leurs problèmes matériels et en essayant de limiter le sentiment de culpabilité ressenti à l'égard de leurs difficultés dans le travail scolaire à la maison, pendant le premier confinement, ils se sont rendus disponibles, hein, à l'écoute de manière très, très, très fréquente. D'autres enseignants nous ont raconté, hein, dans notre enquête qualitative, avoir perpétué des actions d'assistance sociale en faveur des familles et des élèves qui ont vécu une situation de précarité sociale liée à la crise pandémique. Il s'agissait surtout d'actions d'aide pour mettre les familles en contact avec des organisations et des associations d'aide sociale. Et comme nous l'a dit une enseignante d'école primaire qui exerce en milieu OREP et qui est un exercice depuis 15 ans, pour la première fois dans la carrière de nombreux professeurs, c'était comme si les relations humaines prenaient le pas sur la fonction d'enseignement. Donc, cet objectif de maintien des liens recherchés coûte qui coûte a par ailleurs entraîné chez certains professeurs une exposition très importante à des risques psychosociaux. Hein. Cela a été probablement lié au fait que cette période a amené une grande partie d'entre eux à s'investir dans leur métier avec une implication personnelle, affective et relationnelle beaucoup plus intense que d'habitude. Mais aussi, je dirais, de manière très pertinente, avec une très grande peur du décrochage des élèves les plus en difficulté. Ce qui n'a pas tout à fait pu être évité, comme je le dirai à la fin. Un autre résultat un petit peu important de notre recherche a été que le fait que 6 enseignants sur 10, tout niveau et tout contexte confondu, ont déclaré avoir acquis une connaissance inédite de leurs élèves et des familles. Alors, une connaissance dans l'engagement familial, dans la scolarisation de leurs enfants et leurs jeunes, mais aussi une connaissance autour des difficultés symboliques et matérielles des ménages. En ce sens, beaucoup de professeurs ont constaté d'une manière plus évidente que d'habitude
je cite, le fossé qui existe entre l'école et la vie familiale de beaucoup d'élèves. Comme l'a déclaré une des enseignantes que nous avons interrogées, qui exerce un REP+, qui exerce depuis seulement 3 ans en école primaire. Par ailleurs, ces connaissances accrues ont semblé faire évoluer les représentations et surtout les pratiques de nombreux professeurs à partir de la rentrée 2020 et 2021. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que l'enquête s'est prolongée aussi à travers des observations et des entretiens pour la rentrée scolaire de l'année précédente. Donc, en ce sens, concernant les pratiques de communication avec les familles, grâce au confinement, plusieurs enseignants se sont rendus compte de l'inefficacité des outils habituellement utilisés par l'école, notamment les cahiers de liaison, les courriels, les plateformes de l'éducation nationale, qui sont des outils, des dispositifs qui pénalisent les familles peu disposées à la maîtrise de l'écrit. Et à cet effet, plusieurs d'entre eux et d'entre elles ont décidé désormais de donner systématiquement leur numéro de téléphone personnel aux familles et d'utiliser des applications dont l'usage et la maîtrise sont aujourd'hui quasiment universels, notamment WhatsApp. Cette évolution a amené, entre autres choses, certains enseignantes et enseignants à ne plus de donner des devoirs du tout, notamment en école primaire. Aussi, plus généralement, on a constaté une transformation professionnelle qui, pour quelques enseignants, les a amenés à relativiser, beaucoup plus que dans les passés, le poids des notes et des sanctions, au profit d'un effort majeur dans le travail de restitution des travaux des élèves, mais aussi dans un travail beaucoup plus systématique qu'auparavant, dans le rattrapage des retards scolaires, dans les apprentissages et notamment aussi, je dirais, de soutien moral vis-à-vis des élèves. Enfin, la période de confinement a aussi permis de faire évoluer les relations des professeurs avec les élèves et les familles dans un sens de rapprochement plus intime et beaucoup plus fort. En effet, presque la moitié des professeurs interrogés déclarent que désormais, elles et ils se sont désormais symboliquement beaucoup plus proches des familles et de leurs élèves. Ces rapprochements avec les familles a par exemple amené plusieurs enseignants à pousser beaucoup plus loin leur pratique de coéducation, ce qu'on appelle les pratiques de coéducation avec les familles, en s'autorisant, entre autres choses, à donner beaucoup plus de conseils aux parents quant à leurs pratiques, non seulement pédagogiques, mais aussi pratiques, je dirais, éducatives à la maison, afin que ces parents-là puissent aider mieux leurs enfants. Alors, pour finir, je dirais qu'avec la crise sanitaire, nous avons ainsi assisté à une montée inédite de formes de socialisation qui sont plutôt inclines à l'horizontalité de la part des professeurs de France. Et des pistes de recherche nous amènent à faire l'hypothèse que ce phénomène-là était lié au fait que de nombreux enseignants se sont enfin sentis délivrés du sale boulot qui consiste quotidiennement à contrôler les conduites de leurs élèves, ce qui d'ailleurs peinent beaucoup à mettre en place dans le quotidien de l'école massifiée. Évidemment, je n'aurai pas le temps de le prouver ici, mais ce rapprochement concerne aussi les élèves. Et je dirais que ce rapprochement réciproque parmi les différents acteurs qui composent le système scolaire est lié sans doute au fait que la crise sanitaire a relativement atténué la verticalité traditionnelle des relations pédagogiques, et sans doute lié au fait que tout le monde se soit senti de manière un petit peu collective, dans un sentiment collectif, d'être plus égal et plus égaux que jamais face à la pandémie. Et cela, évidemment, aussi a amené les acteurs à s'auto-responsabiliser pour faire en sorte que cette institution puisse continuer de vivre malgré, ou je dirais aussi grâce à la crise sanitaire. Pour conclure, je dirais qu'il est évidemment difficile aujourd'hui de prévoir si ce type de transformation observée pendant la période pourront engendrer un espoir relatif d'amélioration durable du climat scolaire.
puisqu'il s'agit néanmoins d'un des systèmes éducatifs dans les mondes les moins cohésifs. Hein. Évidemment aussi, je dirais, il n'est pas donné de savoir aujourd'hui si cette amélioration temporaire du climat scolaire permettra à un plus grand nombre d'élèves français de mieux réussir dans leur scolarité. Évidemment, si on se doit d'être optimiste aujourd'hui, mais je terminerai par là. Il ne faut pas oublier que pendant le confinement, quand même, les chiffres des élèves ayant décroché scolairement ont été bien plus alarmants que la fourchette qui avait été donnée, qui avait été communiquée par le gouvernement à l'époque, c'est-à-dire entre les 4 et les 8%. En effet, selon notre enquête, au sein de au moins 3/4 des établissements scolaires dans lesquels nous avons mené notre enquête, au moins un quart des effectifs des classes auraient décroché partiellement ou complètement pendant la période de crise. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention et voilà, encore merci.